Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le chapitre 6e du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné. Alors, c'est le chapitre 6 dans lequel le condamné va dévoiler comment elle a eu l'idée d'écrire ou bien le projet de l'écriture. Et ça se voit bien qu'à travers ce passage, c'est Victor Hugo qui livre ses intentions et ses objectifs et ses fins concernant le dernier jour d'un condamné. Je me suis dit, c'est-à-dire à une semaine de son exécution, le condamné je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Près entre quatre murailles de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découvre vis-à-vis sur le mur sombre. Et comme je le disais tout à l'heure, cela seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je peux avoir quelque chose à dire, moi, qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Alors, le condamné exprime ici sa volonté d'écrire, mais il doute de l'utilité de son écriture, mais aussi il parle des obstacles qui l'empêchent d'écrire. Alors, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? C'est-à-dire, je vais essayer d'écrire. Mais quoi écrire? C'est-à-dire, où sont les idées? Où est le contenu? Est-ce que le lieu est favorable pour l'écriture? Et est-ce qu'il a des idées? Pris entre quatre murailles, ça veut dire emprisonné, de pierre nue, personnification, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction machinalement, occupé tout le jour à suivre la marche lente personnification de ce carré blanchâtre que le Judas, c'est une petite fenêtre, de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre. Et comme je le disais tout à l'heure, cela seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je peux avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde, et qui trouverais-je dans ce cerveau fané et vide qui mérite la peine d'être écrit? Alors, le condamné doute de l'utilité de son écriture, et on sait, il parle de l'absence des conditions de l'écriture. Il n'y a pas, l'endroit, et on sait, son état d'esprit n'inspire pas le condamné à écrire. Il se rachète, il se rattrape, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi non? C'est-à-dire, je vais écrire. Si tout autour de moi est monotone et décoloré, si tout autour de moi est triste, c'est le train-train, toujours la même chose, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie, une humiliation? Voilà, tempête de souffrance, tempête de terreur, tempête liée à l'idée de sa condamnation à mort. Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée? C'est-à-dire, le condamné a choisi d'écrire sur l'idée de sa condamnation à mort. Et ça se voit à travers le chapitre 1, condamné à mort, à mesure que le terme approche, c'est-à-dire le moment de l'exécution. Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même, sous forme d'un monologue, tout ce que je ressens de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Certes, la matière est riche, c'est-à-dire les idées, le contenu est lié, et c'est courte que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, les terreurs, les tortures, alors énumération, qui la rempliront de cette heure à la dernière, d'accord? C'est-à-dire, il va écrire il va écrire jusqu'à son exécution. Et Victor Hugo, il était très très intelligent. Il a laissé planer que ce condamné a réellement existé. Quoi, user cette plume, utiliser cette plume
et finir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre m'en distraire. Il passe à l'objectif de son écriture. Pourquoi? C'est pour moins souffrir et pour se distraire. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile, c'est-à-dire il sera utile, ce journal de mes souffrances, heure par heure. Donc le condamné, comment avoir confiance en soi et croire à l'utilité de son jour, de ce qu'il va écrire. Minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, c'est-à-dire jusqu'à l'exécution. Cette histoire, nécessairement inachevée, mais aussi complète, euh, mais aussi complète que possible de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle quoi un grand et profond enseignement. C'est-à-dire ce que je vais écrire, ça sera Ders Hebra Lemen. Voilà, à ceux qui condamnent. N'y aura-t-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante qui crève petit à petit et qui meurt petit à petit dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent, c'est-à-dire les juges. Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère, c'est-à-dire peut-être cette lecture rendra les juges cléments. Ils vont avoir de la pitié quand il s'agira autrefois d'exécuter une personne, de jeter une tête, c'est-à-dire exécuter, qui pense une tête d'homme dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi les malheurs. Alors là, c'est un temps moqueur. C'est Victor Hugo qui se moque des gens qui soutiennent la peine de mort, et surtout les juges, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. C'est-à-dire, les juges, ils ne savent que condamner à mort. C'est-à-dire, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est condamner à mort, qu'est-ce qu'il provoque, qu'est-ce qu'il génère, quelles sont les répercussions de cet arrêt de mort. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent, il y a une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort. Non, il ne voit dans tout cela que la chute verticale d'un coteau triangulaire, c'est-à-dire il ne voit que l'exécution, la chute verticale d'un coteau triangulaire, c'est-à-dire l'exécution. Et pensons de ce que pour les condamnés, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont, c'est-à-dire ces feuilles vont les pousser à changer d'avis, publier peut-être un jour. Et peut-être un jour pour donner une authenticité à l'écriture du dernier jour d'un condamné. C'est-à-dire que c'est comme si le condamné a réellement existé. Ils arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qui ne se sentent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Eh bien, c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Horreur et pitié. C'est-à-dire la peine de mort, c'est une horreur. Et c'est quelque chose qui suscite la pitié des lois faites ainsi. Un jour viendra, et peut-être ces mémoires, derniers confidents d'un misérable, y auront-ils contribué? C'est-à-dire contribué à quoi? À l'abolition de la peine de mort. À moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le priot avec ce morceau de papier souillé debout. À moins que ces papiers ne seront mouillés et dispersés par le vent, ou qu'ils n'aillent pourrir à la pluie, collés en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Alors, première question, complétez ce tableau. Titre de l'œuvre, voilà, c'est Le dernier jour d'un condamné, auteur Victor Hugo, courant littéraire, romantisme, genre littéraire, roman à thèse, type de texte argumentatif, la thèse défendue, voilà, c'est la peine de mort est une souffrance, voilà, est une souffrance physique et morale et qu'on doit la supprimer, ou bien l'abolition de la peine de mort. Pour situer le passage, répondez à ces questions. Dans quelle prison se retrouve le condamné? C'est Bicêtre. De quel crime a-t-il commis? Un crime de sang. Que rappellent les égards du guichetier au condamné?
il lui rappelle la guillotine, il lui rappelle sa condamnation à mort. Passons à la question suivante, c'est bien. Alors, quel genre d'écrit le narrateur choisit-il? Voilà, il a choisi d'écrire un monologue, voilà, d'accord, et aussi journal de ses souffrances. Justifie votre réponse. Je me suis dit aussi, pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même? Répondez par vrai au fond en justifiant votre choix à partir du premier paragraphe. Le narrateur est incarcéré dans une prison. Vrai, prêt entre quatre murailles de pierre nue. Son cerveau est capable de produire des idées. C'est faux. Et que trouverais-je voilà, dans ce cerveau flétré et vide qui vaut la peine d'être écrit? Question numéro 5. À la question numéro 5, repérer dans le texte deux raisons qui poussent le narrateur à réaliser son projet d'écriture. Voilà, c'est pour moins souffrir des angoisses et aussi pour donner leçon à ceux qui condamnent et pour contribuer à l'abolition de la peine de mort. Question numéro 6. À long terme, qui va bénéficier de ce témoignage émouvant du condamné? Voilà, ce sont les condamnés à venir. Est-ce que le narrateur est sûr que son écrit soit lu un jour? Non. Publié peut-être un jour, justification. Relevé dans 4 mots appartenant au champ lexical de l'écriture, on a feuille, on a encrier, on a écrire, on a aussi journal, on a mémoire, c'est bien. Alors ces deux mots, j'écrirai concernant le champ lexical de l'écriture. Le narrateur veut provoquer deux sentiments chez le lecteur. Lesquels? Ouais, c'est l'horreur et la pitié. Qu'ils en sont les deux tonalités qui se dégagent. Voilà, c'est tragique et pathétique. Identifier les figures de style dans les extraits ci-dessous. Pris entre quatre murailles de pierre nue et froide. Voilà, pris entre quatre murailles, c'est périphrase, c'est emprisonné. De quoi use cette plume et tarir cet encrier, c'est parallélisme. Cette idée fixe qui me possède, personnification ou bien allégorie. La pensée agonisante, allégorie, personnification. Une tête qui pense, voilà, une tête c'est une synecdoque. La chute verticale d'un coteau triangulaire, c'est périphrase. Ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Donc c'est une létote. D'après ta lecture de ce témoignage, doit-on abolir la peine de mort ou le contraire? Voilà, il y en a ceux qui vont dire, d'après ma lecture de ce témoignage, on doit abolir la peine de mort. Pourquoi? Parce qu'il cause des souffrances, des terreurs, des angoisses et des tortures. Et c'est ainsi que s'achève cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.